Les podcasts du Figaro. Je peux vous dire pourquoi j'ai promis, maître. Oui, bien sûr. Je peux vous le dire comme je le lui ai dit. À mes yeux, c'était facile de tenir cette promesse. Très facile. Pourquoi ? Parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Voilà pourquoi. Un roman sur lui et moi ? Mais qu'est-ce qu'il aurait raconté ? Les bougies sur les tables, la mer bleue, le bracelet ? Vous parlez ? Au bout de 2 pages, les lecteurs se seraient morfondus. Même en remontant le fil jusqu'à notre rencontre, quand il n'était pas encore libre, il n'y avait pas de grain à moudre. Dans les livres, le bonheur lasse tout le monde, moi la première. Pouvez-vous d'ailleurs m'en citer un seul où il ne se passe rien d'autre que le bonheur ? Ça n'existe pas. Le bonheur n'est pas un sujet, à moins d'être menacé. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Ta promesse de Camille Laurence publié aux éditions Gallimard. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Je m'appelle Mohamed Essaoui, je suis journaliste au Figaro littéraire. Aujourd'hui, nous sommes avec l'autrice de ce roman. Bonjour Camille Laurence. Bonjour. Vous publiez Ta promesse, un roman qui ne se lâche pas. Un roman sur la cristallisation et la décristallisation d'un amour. Claire Lancel est romancière à succès. Gilles Fabian, lui, est marionnettiste. Ils tombent amoureux. Au début, tout va bien, ils s'aiment, ils se désirent, ils s'admirent. Et puis, petit à petit, le vernis de ce bonheur va s'écailler. On comprend que Claire s'adresse non pas au lecteur, mais à son avocate, et que Gilles est dans le coma. Alors la romance prend un virage vers le thriller psychologique, mais on n'en révélera pas plus ici. Bonjour Camille Laurence. Dès le prologue, on observe qu'il y a l'histoire romanesque sur laquelle Alice va poser des questions, mais aussi une sorte de mode d'emploi de votre écriture et le lien avec la vérité. La narratrice écrit « Un roman ne doit pas sacrifier la vérité, il perdrait sa raison d'être qui consiste à s'y risquer, quelle qu'elle soit. Si vous n'écrivez pas pour la chercher, n'écrivez pas. » C'est votre ligne directrice, votre marque de fabrique. J'irai même plus loin, vous ne pouvez pas écrire sans un sentiment que vous n'avez pas vécu. Oui, en effet, j'ai besoin d'exprimer mon livre intérieur. Je reprends toujours cette expression de Marcel Proust, c'est-à-dire ce que la réalité a imprimé en moi, des émotions, des expériences, des lectures aussi, des observations diverses. Et tout cela fait la matière de mes livres. Donc, en effet, je ne pourrais pas, ou très difficilement, écrire un roman historique. Enfin, en tout cas, ça m'intéresserait moins. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la matière de l'expérience. On l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure, je le relis. Le bonheur n'est pas un sujet à moins d'être menacé, aucune tension, aucun suspense, zéro conflit, intérêt nul. On n'écrit pas sur le bonheur. Pourtant, vous y arrivez. Vous racontez la cristallisation qui s'opère entre Claire et Gilles au début. Du moins, c'est ce que le lecteur croit. Est-ce que le bonheur en matière amoureuse existe sans être menacé selon vous ? Le roman montre que non, c'est-à-dire que tout amour est d'une certaine manière un passage, un moment, un peu comme quand on est au théâtre, on sait très bien au fond que ce qu'on voit est une illusion, que ce sont des gens qui jouent, et en même temps on y croit. Eh bien, l'amour, c'est quand on y croit, et c'est tant qu'on y croit. Et ça dure combien de temps alors ? je ne reprendrai pas L'amour dure 3 ans, hein, qui était le titre de Bec BD. Voilà. Il n'y a pas de durée évidemment déterminée, mais c'est toujours l'expression d'une illusion, ce que vous avez appelé la cristallisation avec Stendhal, oui. Et puis il y a des petites discordances, des moments plus étranges, des couacs dans la mélodie de l'amour, et c'est ainsi que l'amour peut se défaire, se désagréger. Je reprends souvent cette phrase d'un cinéaste, Antonioni, qui disait « L'amour, c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un ». Donc on est vraiment dans le domaine de l'imaginaire avec l'amour. Sur votre création littéraire, vous utilisez une méthode assez originale qui consiste d'abord à avoir la dernière phrase et ensuite, pour vous, c'est apparemment simple, il suffit de trouver le début, le développement. C'est quelque chose que vous utilisez sur la plupart de vos romans ? Oui, ça fait un certain nombre d'années que ça se passe de cette façon-là. Alors il paraît que c'est ainsi que les auteurs de romans policiers travaillent.
Ce qui peut se comprendre, puisque au fond, quand il y a une enquête, il faut savoir quel va être le dénouement, qui a fait le coup, enfin ce genre de questions que peut se poser un auteur de polar. Eh bien moi, peut-être parce que j'en ai beaucoup lu, je fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir où va le livre. Alors ce n'est pas tant en termes d'événements ou de révélations qu'en termes de beauté. Il faut que j'ai la fin sous forme soit d'une phrase que je trouve belle, soit d'un paragraphe, quelque chose qui me satisfasse complètement d'un point de vue émotionnel et esthétique. Et à partir du moment où j'ai cette fin, eh bien, tout mon désir me porte vers l'envie d'arriver à cette fin et par tous les moyens que je peux avoir à ma disposition. Je n'ai pas de plan préconçu, je vais un peu à saut et à gambade, mais je vais vers ce point. Et en parlant d'écriture, votre personnage écrit que l'amour rate dans ses livres, je cite, que chaque livre est un cercueil où j'enfouis le corps mort de l'amour. Est-ce que c'est aussi votre vision ? Oui, alors je l'emprunte à cette merveilleuse phrase de Marguerite Duras. On écrit toujours sur le corps mort de l'amour. Et cette idée que on ne peut écrire sur l'amour que quand il est fini et que pratiquement tous les romans, quelle que soit la part de fiction, partent de cette idée qu'on écrit sur le corps mort de l'amour, mais pour à la fois le vivifier, le ressusciter et y croire. Sur la narration, Camille Laurence, on découvre l'histoire à travers la préparation d'un procès où Claire Lancel est accusée. Elle le prépare avec son avocate, puis elle répond aux questions du juge, à base de beaucoup de dialogues, d'échanges. Et on imagine bien une adaptation au théâtre ou au cinéma, qui est d'ailleurs évoquée dans le roman. Y avez-vous songé ? Et vous avez déjà eu un roman adapté au cinéma d'ailleurs. Oui, alors moi j'ai beaucoup d'images de cinéma et j'ai une écriture assez visuelle mais aussi auditive, parce que vous avez raison, il y a beaucoup de dialogues. Il y a plusieurs raisons à cela, mais particulièrement dans ce livre, je voulais qu'il y ait beaucoup de témoignages différents. C'est-à-dire que comme c'est un procès, enfin c'est avant le procès, il y a des témoins qui n'ont pas la même vision des choses. Et donc chacun donne son point de vue, ce qui fait que la vérité n'est pas forcément très claire et très précise, puisqu'il y a des points de vue différents. Et l'autre raison pour laquelle j'avais besoin d'utiliser beaucoup de dialogue, c'est que c'est à travers le langage que se perçoit finalement la discordance, que se perçoit l'envie d'emprise, le contrôle de Gilles sur Claire. Bien sûr que c'est dans le langage qu'elle va entendre que finalement c'est peut-être pas autant l'histoire d'amour qu'elle avait rêvé, parce qu'il y a des mensonges, il y a des pics, et tout ça passe dans les mots à un moment. Elle a l'impression qu'il ne parle que par cliché, et ça ne peut s'entendre que dans les dialogues. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'oralité. C'est vrai que vous analysez le cœur, les émotions intérieures de vos personnages. On ressent l'emprise affective, la manipulation, la relation toxique. À plusieurs moments, d'ailleurs, vous utilisez l'expression pervers narcissique pour parler de Gilles. Est-ce que vous diriez de votre livre qu'il s'agit d'un roman psychologique ? Oui, c'est un thriller psychologique. Je ne renie pas du tout ce que j'appellerais plutôt d'ailleurs un roman d'analyse, comme on disait à l'époque. Alors on peut jouer sur le mot roman d'analyse, analyse psychologique, et puis il y a un fond, chez moi, toujours une sorte de substrat psychanalytique. Enfin, j'aime bien aussi jouer avec les mots, avec l'inconscient. Mais oui, roman d'analyse m'irait très bien. Oui. Très bien. Oh, ça peut être aussi un roman de procès, parce que en le lisant, j'ai pensé au film Anatomie d'une chute. Et la question que je voulais vous poser sur ce point-là, c'est que c'est aussi, et c'est même surtout, une rivalité entre deux artistes, la romancière et le metteur en scène de marionnettes. On se demande, est-ce que deux artistes, deux créateurs, peuvent-ils vivre ensemble ? Oui, c'est la question, et plus largement, peut-être, on se demande si un homme et une femme peuvent vivre ensemble quand ils sont dans une forme de rivalité qui, là, est artistique. Mais je crois qu'on pourrait l'étendre à d'autres formes de rivalité. Et notamment ici, est-ce que Gilles peut accepter que cette femme qu'il prétend aimer soit peut-être plus connue que lui ou Et c'est ce qu'il avait attiré d'ailleurs au début. Oui, c'est ça. C'est très ambigu. C'est ce qu'il avait attiré, mais c'est aussi peut-être ce qu'il avait attiré pour pouvoir le détruire. Il y a une phrase, un slogan, on peut pas, excusez-moi, séduire, réduire,
c'est-à-dire dénigrer, détruire. Oui, mais ça résume assez bien le parcours du roman, et c'est la définition qu'on pourrait donner du processus psychologique d'un pervers narcissique, même si je n'ai pas voulu faire un roman diagnostique et que c'est une histoire singulière, c'est pas un cas clinique. Mais effectivement, ce sont les 3 étapes très très répertoriées scientifiquement de ce processus, c'est-à-dire d'abord la séduction, ce qu'on appelle en anglais le love bombing, vraiment le bombardement d'amour. Oui, ensuite la réduction de l'autre, par dénigrement, humiliation, petites choses dépréciatives, et puis finalement pour arriver à une démolition complète, à annihiler l'autre. Les histoires d'amour sont vieilles comme le monde, on le sait, on en a tous lu, mais ce qui fait que votre roman est une réussite selon moi, c'est qu'il est aussi un roman d'aujourd'hui, c'est un roman sur des personnages et des situations très contemporaines avec des mots très contemporains. Est-ce que c'est aussi un roman féministe ? Ah oui, ça je le revendique, oui. C'est un roman féministe parce que je veux montrer comment, peut-être à notre époque, je pense que c'est un phénomène très contemporain, certains hommes n'ont plus d'autres moyens de faire perdurer leur domination que de façon invisible, insidieuse. C'est-à-dire que il a été intégré par ces hommes que la violence physique était tabou, mais il y a une autre violence qui est la violence psychologique. On en parle beaucoup moins parce que d'abord elle est cachée et c'est très difficile à prouver. Et malgré tout, on peut en souffrir, on peut en mourir. Merci Camille Laurence. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Ta promesse, publié chez Gallimard. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt!